Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Strasbourg. Comment ça va Strasbourg ? C'est un très joli 5, bravo. Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour la première étape du Tour de l'Histoire. On espère que vous allez bien, on espère que ça va dans la salle. Du coup, ça va dans la salle ? Merveilleux, on espère que ça va également sur Twitch. On s'excuse pour le léger retard, effectivement. Vous savez, on arrive dans des facs, on découvre, et des petits soucis techniques, etc. Mais on est là, et ça fait très plaisir. Et merci beaucoup aussi aux gens qui sont présents sur place. Donc pour le Tour de l'Histoire, qu'est-ce que c'est pour les gens qui sont en live ? J'ai fait un très beau laïus tout à l'heure, évidemment, en off. Mais voilà, le Tour de l'Histoire, c'est une série de 5 conférences qu'on a décidé autour des révolutions. 5 conférences différentes avec chacune, leur spécialiste. Donc on commence par la Russie, on aura évidemment les États-Unis, on aura la France, on aura Haïti aussi. Et on terminera avec la révolution allemande de 1919 à Bordeaux. Bref, 5 belles étapes et on commence ici à Strasbourg. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à l'Université de Strasbourg pour son accueil. Et on est vraiment très 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 content qu'il y ait du public qui soit nombreux ici pour venir voir cette première du Tour de l'Histoire. Et ça nous fait très chaud au cœur que vous soyez avec nous. Bien sûr, le programme 1h15 de discussions, d'échanges et puis après aussi des questions-réponses avec le public qui est sur place, mais aussi dans le chat, évidemment. Le live histoire, c'est des spécialistes qui viennent parler de leur sujet de prédilection. L'histoire, l'idée, c'est qu'on se marre un petit peu et qu'on passe un bon moment et surtout qu'on apprenne des choses toutes et tous ensemble. Donc ça va être absolument super. En tout cas, les gens sont studieux dans la salle. Il y a des gens avec des carnets de notes, etc. Et des gens avec des PC. Alors, c'est sublime. J'ai l'impression que c'est fou. Ça va être génial. Donc, est-ce qu'on est chaud dans la salle ? Ils sont chauds, ça fait extrêmement plaisir, bien sûr. Mesdames et messieurs, donc, pour ouvrir cette première conférence, donc, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de la révolution russe. La révolution russe d'octobre 1917 est une sorte de grand coup de projecteur sur l'histoire de la Russie que nous connaissons en réalité assez mal. Un grand coup de projecteur sur des grands personnages, Lénine, Staline, Trotsky, bien sûr, Nicolas II, mais aussi sur des lieux, Pétrograd et Moscou, ainsi que sur des dates comme le fameux mois d'octobre 1917. Mais tous ces coups de projecteur laissent aussi d'immenses zones d'ombre sur ce qu'a été cet événement historique majeur, car trop souvent, à défaut, nous avons à voir le destin de ces événements est restreint à quelques personnalités, places géographiques ou historiques. La révolution russe, et nous allons le voir, est loin de s'être limitée aux murs de Moscou et de Pétrograd, et que l'Ukraine, les musulmans d'Ouzbékistan, les pays baltes aspiraient déjà en 1917 à un élan de liberté. Pour en parler avec nous, s'il vous plaît, messieurs, dames, je vais vous demander de vous lever et de me faire un tonnerre d'applaudissements pour celui qui se présente, s'il vous plaît, comme le sextuple champion du Val-de-Marne de soviétologie. Il a écrit beaucoup trop de livres et ils sont d'ailleurs en vente ce soir. Alexandre Ziou, vous pouvez me rejoindre. Organisé d'historiques expositions et coécrit un film documentaire finement intitulé « Enfant de Pétain ». Il danse mieux qu'il ne parle allemand, ne porte plus la kippa depuis la défaite de l'équipe de France à Séville 82 et prie chaque jour pour que l'éclatement décolonisateur de la Fédération de Russie. Son principal échec, n'avoir convaincu aucun camarade du camp pionnier de l'Artec en 1992 des méfaits de l'économie capitaliste. Devenu historien d'Alsace malgré lui, il va la révolutionner malgré elle. Mesdames et messieurs, Alexandre Zumpf, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements.
Il est avec nous ce soir. Oh là 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 là, il est monstrueux. Alexandre Zumpf qui joue à domicile ce soir. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi. Quel plaisir. Quelle ambiance. Quelle ambiance à Strasbourg, c'est fou. Je t'entends même pas. Mais ah oui, c'est fou, il y a trop d'ambiance. C'est superbe. C'est absolument superbe. Alexandre, je te propose de t'asseoir bien sûr. Oh là, c'est fou. C'est dingue. Les live histoires, c'était tout seul chez moi pendant le confinement en 2020. Là, l'ambiance est zinzin. C'est absolument superbe. En tout cas, comme on le disait, voilà un thème qui va avoir. Voilà, on va pouvoir revenir sur beaucoup de choses ensemble. L'idée, donc, dans ces live histoires, c'est qu'on échange, qu'on parle de la révolution, russe, des révolutions, puisqu'on en a quand même plusieurs et c'est un petit peu le thème de ce soir. Vous allez le voir. Mais de manière traditionnelle dans les live histoires, ce qu'on aime bien faire, c'est aussi demander à notre intervenant comment est-ce qu'il s'est intéressé à ce sujet, comment est-ce qu'il en est venu à s'intéresser à la révolution russe et peut-être plus largement à la Russie. Oh c'est assez simple. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père communiste et une mère Mao, donc ça fait beaucoup d'un très très lourd héritage. J'ai fait du russe en première langue sur l'injonction de mon père, donc communiste. Et ce qui m'intéressait, justement, c'était comment, voyant mon père distribuer, et j'allais avec lui distribuer l'Humain Dimanche dans ma banlieue parisienne, comment est-ce qu'on pouvait croire au communisme? Et j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai appris le russe, je suis parti en Russie, j'y ai vécu 4 ans, et j'ai écrit des livres, dont un sur la révolution russe, que je n'écrirai plus aujourd'hui de la même manière, parce que, comme vous le savez, depuis le 24 février 2022, les choses ont changé, et y compris en histoire, comme quoi on vous dit qu'on est rétrograde, qu'on est conservateur, qu'on parle que sur du passé, et en fait, nous, on fait de l'histoire au présent. Et c'est pour ça que la conférence que vous allez avoir aujourd'hui, elle est totalement inédite, non seulement à Strasbourg, en France, je pense même en Europe, parce que personne ne vous a jamais parlé des personnes dont je vais vous parler aujourd'hui. Sachez que du coup, on a demandé à chacun de nos intervenants de nous donner des noms et pour qu'on puisse vous montrer des images aussi ce soir des différentes personnes, différents protagonistes. Sachez que les noms que m'a donné Alexandre, il n'y avait même pas de photos sur Google de ces personnages. Donc voilà. C'est assez dingue. C'est ça ce que ça veut dire, c'est quand même très rare et c'est un sujet que très peu exploré. Et voilà, c'est parce que ces personnes n'ont jamais eu le droit de citer dans l'histoire. Et notre rôle à nous, historiens, aujourd'hui, c'est de décoloniser notre regard sur cette révolution, sur ces révolutions, d'arrêter d'employer un vocabulaire russocentrique. Et par exemple, on ne va plus parler de guerre civile russe parce que, en fait, c'était une guerre de reconquête coloniale. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et moi-même, je dois l'avouer, la plupart des personnages dont j'ai dressé la liste, je ne les connaissais pas il y a 4 semaines. Voilà. Et ça vous montre aussi qu'on apprend tout le temps. On apprend tout le temps parce que voilà, tu le disais, tu as écrit de nombreux livres, une biographie de Lénine, de Raspoutine, un livre, tu le disais aussi, sur la révolution russe. Notamment, tu as beaucoup écrit aussi sur le cinéma russe, donc on aura l'occasion d'y revenir. Mais je voulais quand même commencer avec quelque chose que tu m'as appris quand on préparait cet entretien, parce que nous sommes à Strasbourg. Et il est bon de dire qu'à Strasbourg a flotté, ici, le drapeau rouge, pendant quelques jours, quelques heures. Oui, et il a même été béni par Lénine. C'est pas vrai? Non. Donc, il y a une commune de Strasbourg? Tout à fait. Alors, il n'y a pas eu qu'à Strasbourg, dans les principales villes d'Alsace. Eh bien, c'est le pont avec la dernière conférence de Nicolas Patin, à qui je fais un gros bisou. Il y a eu la révolution allemande du 9 novembre. Alors, il y avait relativement peu d'Alsaciens parmi les révolutionnaires. C'est surtout des soldats du Kaiser qui ont pris le parti de se rebeller. Il y avait un chaos un peu partout. Et la commune de Strasbourg est celle qui a duré le plus longtemps, à peu près une dizaine de jours. Et on n'a pas de photos, mais les témoignages montrent qu'il y a eu effectivement un drapeau rouge qui a flotté au haut de la cathédrale pendant quelques heures, voire 2 ou 3 jours. Ce fut court, mais intense donc. Exactement. Plongeons-nous donc dans cette révolution russe, révolution de 1917. Question simple, mais question peut-être pour commencer à introduire le sujet. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette année 1917 en Russie? D'abord, j'étais pas né. Ensuite, en fait, il ne faut pas oublier que la révolution est née de la guerre. Et que, on va le voir, la révolution aussi donne naissance à une guerre. Et cette guerre, vous la connaissez, c'est la Première Guerre mondiale. Elle arrive dans une monarchie une monarchie impériale qui, autant que celle de l'Empire ottoman ou celle de l'Empire des Habsbourg, n'a pas les moyens de sa guerre. Et on voit que l'Allemagne a certes été défaite pendant cette guerre, mais malgré tout, sa société a résisté.
ça a été aussi relativement facilité par le fait que la guerre ne s'est pas déroulée sur le sol allemand, mais il ne s'est pas déroulé non plus sur le sol russe ethnique. La guerre ne s'est déroulée que dans les franges impériales, dans les pays baltes, en Biélorussie, en Ukraine actuelle, en Moldavie actuelle. Et donc, c'est une société qui a du mal à faire face, parce que la mobilisation a été extrêmement partielle. On a mobilisé que les Slaves et les Juifs et quelques unités nationales. Donc, il y a un racisme institutionnel en Russie qui s'exerce au détriment de l'armée russe, puisqu'on parlait toujours de l'immense réservoir russe. Mais il faut savoir que, par exemple, on n'a pas du tout puisé dans la population musulmane, ou à peine, alors qu'à l'époque, sur 170 millions de sujets, c'est 40 millions de personnes. Donc, cela dit, l'armée russe a quand même mobilisé 16 millions d'hommes, c'est-à-dire l'équivalent de l'armée française et de l'armée allemande additionnées, mais en ayant à se battre contre 3 empires et sur un front de pratiquement 4000 km. Donc, tout est plus grand en Russie, y compris le nombre de morts, y compris etc. Et donc, vous avez une crise qui culmine en 1917, comme partout, en fait, en Europe, sauf que cette crise, elle est accélérée par les intenses tensions sociales nées à la fois du mouvement révolutionnaire, de la discipline militarisée au travail, de l'absence de droits pour les citoyens et en particulier pour les citoyennes, qu'il est augmenté par une crise de subsistance et enfin qu'il y a une crise institutionnelle avec un tsar qui est absent de la capitale, qui s'est autonomé en 1915 chef des armées et qui laisse en gros les affaires du pays à sa femme et à son confesseur, qui n'est autre que Grigori Raspoutine, et ça ne plaît pas du tout aux Russes, et en particulier à l'élite politique libérale et à l'élite économique. Et donc, le tsar est démonétisé, l'armée va de défaite en défaite. En gros, il y a eu 2 victoires russes pendant la guerre. Bon, on ne va pas les citer, ça ne sert à rien. Et donc, tout bouillonne exactement comme lors de la dernière guerre russe, celle de 1904-1905 contre le Japon. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que la révolution est née pendant la guerre, mais elle est aussi née après le premier entre-deux-guerres. Donc les Russes, en quelque sorte, ils ont une guerre d'avance quand se déclenche cette crise de subsistance de l'été 17, cette crise aussi de l'approvisionnement des usines, du chômage technique, et donc une étincelle qui aurait pu très bien ne pas mettre le feu aux poudres, mais qui, dans des circonstances exceptionnelles, comme dans tous les grands moments de l'histoire, eh bien, a mis le feu aux poudres. Justement, vous parliez de ce contexte de la guerre. La Russie est alliée à la France, à l'Angleterre. Elle fait la guerre face aux empires centraux. Comment se situe la Russie d'avant la guerre? Est-ce que c'est une puissance, est-ce que c'est une grande puissance? Comment elle est par rapport aux autres grandes puissances européennes? C'est une puissance faible, une puissance qui impressionne par le nombre et par ses immenses richesses. Mais par exemple, il faut attendre 1916 pour faire le premier inventaire total des ressources naturelles de la Russie. Ça peut paraître aberrant, mais en fait, les Russes avaient plutôt l'habitude, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe entre l'Amérique et la Chine, ils avaient plutôt l'habitude d'acheter moins cher en Allemagne. Donc tout l'armement, les munitions, la chimie, le savon, la pellicule photo venait de France. Rien n'était produit en Russie, c'était beaucoup plus moins cher, parce qu'on était déjà dans une forme de mondialisation moins grande qu'aujourd'hui, évidemment, et donc la Russie était extrêmement dépendante. Donc ce que a apporté la Première Guerre mondiale dans un premier temps, ça a été une sorte de prise d'indépendance, une sorte de sursaut national, mais il n'y avait pas les forces civiques, il n'y avait pas de société civile suffisamment structurée et suffisamment d'interaction entre les différentes sphères du pouvoir pour que ce soit durable. Voilà. Et le fait que le tsar ne veuille pas lâcher le pouvoir, qu'il commande de manière, alors lui et son administration, bien entendu, de manière autocratique, évidemment, est un problème et ne garantit pas suffisamment. C'est une dictature faible, une dictature monarchique, et c'est ça la grande différence entre la catastrophe des années 14-18 et la catastrophe des années 39-45. Est-ce qu'on me disait qu'on pouvait afficher le QR code? Tout à fait. Alors sachez que, donc, je vous le disais en préambule pour les gens dans la salle, on va vous afficher le QR code si jamais vous voulez poser des questions, si jamais vous voulez justement qu'on approfondisse certains sujets. On ne prendra pas toutes les questions, vous imaginez bien, donc ne soyez pas frustrés. C'est juste qu'on essaie aussi de les faire rentrer dans le déroulé qu'on s'est un petit peu imaginé. Mais soyez libres si vous voulez qu'on... Très bien, on est en train de vous le mettre. Évidemment, dans la salle, ça va arriver dans quelques instants sur l'écran juste derrière moi. Donc, je vous le dis, Alexandre Zumpf, il y a une chose aussi que
que je trouve assez intéressante. On parlait de comparer un peu la Russie. C'est vrai que la France, c'est un empire colonial, la Grande-Bretagne, c'est un empire colonial. L'empire russe a-t-il une dimension coloniale également? Évidemment, il a une dimension coloniale, même si les Russes ont du mal à se penser comme tels, soi-disant parce que c'est une continuité territoriale, il n'y en a pas d'empire ultramarin, mais il y a plus de distance entre Moscou et Almaty, qui à l'époque s'appelait Alma-Ata, qu'entre Paris et Alger. Donc la question de la distance, la question de la continuité territoriale, elle ne se pose pas là. Ensuite, il se trouve que c'est un colonialisme de peuplement, c'est-à-dire que nous, enfin nous, moi j'étais pas français, donc c'est plutôt vous, quand vous êtes allé coloniser l'Algérie, vous savez, c'est un type de colonialisme d'installation, avec l'installation d'une société civile, d'une société coloniale, ce qui n'était pas le cas des colonies d'extraction, comme par exemple l'Indochine, hein, où il y avait essentiellement que des acteurs économiques et des acteurs militaires, et un petit peu d'administration. Et en revanche, l'Empire russe est un empire historiquement de settler colonialism, c'est-à-dire de colonies de peuplement, toujours au détriment des populations locales, qui sont d'une part à qui on spolie les terres. Et donc quand on vous spolie les terres, on spolie les meilleures terres, on vous force à vous sédentariser, et ça donne des premières catastrophes. Le premier, c'était guerre de conquête, créer des génocides. Le premier génocide qui a eu lieu sur le territoire de l'Empire russe est le génocide des Circassiens au début des années 1860. Donc on est du côté de la Géorgie, si vous voulez, et c'est un génocide qui n'est pas reconnu aujourd'hui ni par la Russie, bien entendu, mais pas non plus par la Géorgie, parce que c'est une minorité dans la minorité. Et donc c'est un colonialisme violent, extractiviste, spoliateur, et qui en plus procède à la russification forcée, russification par le changement des alphabets, russification par l'interdiction des langues nationales. Et par exemple, dès le début, dès 1806, le biélorusse a été interdit d'usage en Biélorussie. Et dès 1825, vous avez des interdictions de l'ukrainien. Donc on cherche régulièrement, la puissance moscovite cherche régulièrement à tuer les cultures nationales. Et attention, quand je dis Moscou, quand je dis les Russes, c'est pas tous les Russes. Et il n'y a pas besoin d'être russe pour être un colon russe. Par exemple, Staline, comme vous le savez, n'était pas tout à fait russe. Il était vaguement géorgien. Mais il n'a pas maintenu l'hégémonie violemment par des déportations massives de populations en 1944, de populations du Caucase vers l'Asie centrale, au nom du colonialisme de Tbilissi. Il l'a fait au nom de Moscou. Donc quand on parle de colonialisme russe, c'est une notion, c'est pas ethnique, d'accord? C'est vraiment une notion politique, et c'est la question de la spoliation suprême de la souveraineté, c'est-à-dire du peuple, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, on a l'impression que ces peuples, vous allez me dire, bah oui, mais jamais ils ont disposé d'eux-mêmes. Eh ben, c'est pas vrai. Ils ont tous disposé d'eux-mêmes entre 1917 et 1919-1920. Il y a une question de Sarchata qui est dans la salle, évidemment, que l'on salue, qui pose une question. Est-ce que vous pensez que Félix Yusupov mériterait d'être plus mis en avant que Raspoutine? Oh, non, pas spécialement. Félix Yusupov a décidé de s'autoproclamer l'assassin de Raspoutine alors qu'il n'en a pas les capacités physiques et militaires. Tout ça pour couvrir le cousin, enfin le neveu du tsar, Dimitri Romanov, qui était le véritable auteur de l'assassinat. Ce sont des choses bien connues. Donc, tout ceci, si vous voulez, moi j'ai fait une biographie de Raspoutine parce qu'on me l'a demandé et j'ai gagné de l'argent, mais aussi parce que ça me permettait de raconter la Russie de l'époque. Je l'ai appelé la star de toutes les Russies. Et c'était quelqu'un, vous vous rendez compte, avant même sa mort, il avait eu déjà une demi-douzaine d'articles dans le New York Times. Donc il était connu mondialement parce que ça fascinait les gens. Mais pourquoi ça fascinait les gens? Parce que c'est l'image qu'on aime bien avoir de la Russie. Vous savez, ce gars qui vient de Sibérie avec ses ongles crasseux, qui est un peu barbare mais en même temps fascinant, qui a une sorte de foi absolument incompréhensible, une influence un peu mystique. C'est exactement l'image qu'on a en Occident de la Russie. Mais les Russes sont des hommes comme les autres, ils font des erreurs, et en revanche, effectivement, au nom de la puissance moscovite, eh bien, ils sont capables vraiment du pire envers les peuples non russes. Il y a une autre question de Alexis qui est tout en haut, qui est tout derrière, qui pose une question. Y a-t-il déjà eu d'autres tentatives de révolution avant 1917? Vous parlez, il y a 1905 aussi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc la première révolution russe, la révolution inachevée, a dit Léon Trotsky, eh bien, c'est celle de 1905 qui a éclaté, et c'est très intéressant parce que c'est exactement ce qui se rejoue en 1917. Elle a éclaté à la fois dans les garnisons, donc révolution des soldats, et on le sait avec la Révolution française, tant que les soldats ne distribuent pas les armes au peuple, il ne peut pas. Il y a qu'une révolte, il y a une émeute, si vous voulez, mais
À partir du moment où il y a une fusion entre le peuple et les soldats, eh bien, vous avez la possibilité d'une révolution, d'un renversement de pouvoir populaire et pas seulement d'un coup d'État. Deuxièmement, c'est la révolution très souvent oubliée des ouvriers dans les villes et en particulier dans les villes de la production militaire. La révolution paysanne qui date d'il y a bien plus longtemps et qui a commencé à s'embraser à partir de 1902 et qui dure quasiment jusqu'en 1921, qui s'arrête jamais vraiment. Et puis, la révolution des nationalités. La révolution des nationalités, et c'est la pression conjointe de ces 4 éléments qui forcent le tsar, le 17 octobre dans son calendrier et donc le 30 dans le nôtre non barbare, à accorder une première constitution et l'élection d'une Douma, la Douma d'Empire, mais qui n'a un pouvoir que consultatif. C'est-à-dire qu'on lui dit « Qu'est-ce que t'en penses, la Douma ?» La Douma dit « Je pense ça », du coup on la zigouille, on refait voter. « Qu'est-ce que t'en penses, la Douma ?» Bam, en 1906 on recommence. Et enfin, en 1907, eh ben, on a la bonne Douma qui dit les choses, qui fait des bisous dans l'oreille du tsar. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, elle est ultra-monarchiste et c'est bon. Revenons donc à 1917. C'était une bonne manière un peu de dresser le portrait de cette révolution. De cette révolution, on a parlé de 1905, histoire de planter un peu le décor de cette Russie pour que certains la découvrent un petit peu mieux. Vous avez parlé tout à l'heure d'une étincelle qui va déclencher, qui n'aurait pas pu forcément mettre le feu aux poudres, mais pourtant elle a mis le feu aux poudres. Qu'est-ce que c'est que cette étincelle ? Eh bien, on parle de la révolution de février 1917, mais en fait, évidemment, elle s'est passée en mars, puisqu'il y a un décalage de 13 jours entre les deux calendriers. Et le 23 février, si vous comptez sur vos petits doigts boudinés, en fait, c'est le 8 mars. Et le 8 mars, qu'est-ce que c'est ? C'est la journée internationale de l'ouvrière. D'accord ? Et donc, il se trouve qu'à Pétrograd, à l'époque, en 1917, eh bien, vous avez eu 2 manifestations. La traditionnelle manifestation des ouvrières dans le faubourg ouvrier de Vyborg, c'est au nord, sur les bords de la Neva, qui d'habitude est cantonnée, elle a le droit, comme disait Coluche, de manifester entre la poste et la gare. En gros, elle est coupée du centre par les ponts qui sont levés sur la Neva. Et puis dans le centre, les bourgeoises, pour une partie juive d'ailleurs, parce qu'elles étaient très très militantes, qui manifestent pour les droits des femmes, les droits de citoyennes. Donc vous avez une manifestation, on va dire économique, ouvrière, et une manifestation citoyenne. Et normalement, elles n'auraient jamais dû se rencontrer. Il se trouve, et c'est un des hasards de l'histoire, ça aurait été une semaine avant, une semaine après, il y avait un super soleil, et la Neva coulait des jours tranquilles. Là, ce jour-là, elle est super gelée, et donc ça permet aux ouvrières de traverser la Neva gelée, d'aller manifester pour la première fois de leur vie, et pour certaines même d'aller pour la première fois de leur vie dans le centre symbolique, capitalistique de cette capitale, de découvrir ébahis, de sentir, de crier leur petit, un petit peu effrayé, leur petit slogan, et boum, elles se trouvent nez à nez avec les autres, les bourgeoises qui ne les connaissaient pas et qui, elles, ne savent même pas où se situe le faubourg de Vyborg. Et donc, elles commencent à faire manifestation commune en se disant, après tout, on a peut-être des choses à voir. Et alors, ça, c'est pas une image de cette époque-là, évidemment, parce que c'est les manifestations de 1917. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les femmes qui ont lancé le mouvement, les femmes qui, du coup, n'ont pas été réprimées parce qu'elles étaient des femmes, et que même s'il y a eu le Dimanche Rouge en 1905, le 9 janvier, eh bien, on a quand même pour tradition de laisser les femmes manifester. Et ensuite, elles ont été suivies jour après jour, pendant les 3 jours suivants, pendant les 5 jours suivants, par de plus en plus d'hommes mis au chômage technique par le fait qu'il n'y a plus d'approvisionnement dans les usines et donc on ne peut plus produire pour l'armée. Et finalement, les soldats se sont mutinés, ont ouvert les portes de l'arsenal, distribué les armes, et on arrive à une solution de double pouvoir, un pouvoir donc de la rue et un pouvoir né sur les décombres de l'Empire qui ensuite s'achève le 3 mars, c'est-à-dire le 16 mars, lorsque le frère du tsar Nicolas II abdique à son tour après s'être vu refiler la patate très très chaude la veille par Nicolas II. Donc en fait, techniquement, on ne sait pas exactement qui est le dernier tsar, est-ce que c'est Nicolas II ou son frère Mikhaïl, mais en tout cas, voilà, entre le 2 et le 3 mars, en une semaine, l'affaire est pliée. Et ça montre la grande fragilité de ce régime. Il avait pris un nom, il avait eu le temps de prendre un nom, Mikhaïl, ou pas ? Oui, je m'enfuis. Ah oui, d'accord. Écoutez, c'est très clair. Je m'enfuis premier, pardon. Donc, vous avez parlé des femmes, ensuite qui vont être rejoints aussi par les ouvriers. J'aimerais comprendre, parce que c'est vrai que quand on parle de matrice révolutionnaire, quand on parle de personnages révolutionnaires, de culture révolutionnaire, on parle évidemment de personnages comme Lénine, mais quand on s'intéresse un petit peu aux masses, comment est-ce qu'on va chercher comment est-ce qu'on crée cette politisation au sein de ces masses-là ? Sur quoi on s'appuie en termes de culture révolutionnaire, politique ?
Alors, il y a une première politisation qui est une politisation, on va dire, de fond, qui est celle des mouvements révolutionnaires qui sont très actifs. Mais au départ, les mouvements révolutionnaires, les partis classiques, notamment donc les socialistes révolutionnaires qui sont des socialistes mais qui ne sont pas marxistes, et les deux partis marxistes, que sont les mencheviks et les bolcheviks, n'ont pas du tout pris la mesure du mouvement populaire. Ils l'ont récupéré par la suite. Ceux qui sont, en quelque sorte, même pas à la manœuvre, mais qui sont vraiment les militants, les premiers à sortir des tracts, ce sont les anarchistes. Il y a une très très forte culture anarchiste en Russie à l'époque, comme en France d'ailleurs, et ce sont les anarchistes qui, par leur culture plus spontanée de la mobilisation, sont tout de suite dans les foules, sont les premiers à proposer des slogans politisés et sont aussi les premiers à aller voir les soldats pour essayer de les convaincre de se mettre du côté de la révolution populaire qu'ils espèrent et qui arrive. Et puis, il y a la politisation par l'action, c'est-à-dire que vous manifestez le premier jour, vous êtes 100, et vous dites, ouais, c'est cool, on ne se tient pas très chaud, mais c'est sympa. Ensuite, vous êtes 1000, vous êtes 10 000, vous êtes 100 000, et bon, je ne sais pas si vous avez déjà manifesté, j'espère pour vous, parce que sinon vous aurez loupé votre vie, eh bien, il y a une ivresse. Je me rappelle quand, petite dédicace à mes collègues du collège Vincent Van Gogh à Clichy-la-Garenne en 2007, première année de Saint-Sarkozy, je les ai emmenés manifester dans les rues de Paris. Ils m'ont dit, mais on a le droit de marcher au milieu de la rue. J'ai fait, oui, c'est le principe de la manif. C'est-à-dire que la rue est à nous. Et les flics sont là pour protéger le capital. Voilà, pour protéger les magasins, etc. Mais on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. Et alors, c'est extraordinaire. Je pense que c'est un souvenir immortel. Et bref, tout ça pour dire que donc on prend symboliquement le centre, on chasse, on fait peur à tout ce qui est le pouvoir. On brûle les symboles de l'Empire, on brûle, il y a une sorte d'excitation et d'émulation, et aussi on apprend à faire des slogans, on apprend à faire des banderoles, on apprend à se structurer, on apprend aussi à faire service d'ordre, parce que de temps en temps c'est un petit peu compliqué aussi. On apprend à se donner rendez-vous. Alors, vous imaginez en plus tout ça sans les moyens d'aujourd'hui, sans Twitch pour faire la révolution en direct. Et on essaye de le faire en direct. En tout cas, les gens sont comme des fous dans le chat. Il parle bien, ce monsieur. Et oui, il parle très bien. Il parle, c'est bien. Il y avait Noah Social, justement. Vous parliez tout à l'heure de la police en France. Il pose la question de la répression. Est-ce qu'il y a une répression qui se met en place en 1917 ? Vous parlez que le pouvoir était fragile, mais est-ce que du coup, dans la rue, il s'incarne par une force de police ? Bizarrement, en fait, au départ, les garnisons se sont abstenus dans une neutralité. Les Cosaques ne sont pas intervenus. Et au fur et à mesure notamment à partir du moment où le tsar abdique, donc le 2, le 3 mars, je parle toujours dans l'ancien calendrier, eh bien, il y a eu une chasse aux policiers, une chasse aux agents de la police politique, l'Okhrana, qui s'est achevée par des meurtres, des lynchages en fait, des véritables lynchages. L'un des premiers décrets du gouvernement provisoire qui s'est structuré à partir des partis politiques de la Douma, eh bien, ça a été l'abolition, tenez-vous bien, de la police politique, de la justice. Donc, en gros, c'est le chaos organisé. Et à ça se substitue donc un pouvoir uniquement exécutif, d'un côté, et de l'autre côté, un pouvoir législatif, mais on se coopte, qui est celui donc du soviet, du conseil, des députés ouvriers et soldats, sous-entendu que les soldats sont plutôt des paysans et que donc il y a une alliance, celle rêvée en son temps par Friedrich Engels, le grand copain à Marx, donc l'alliance entre la classe ouvrière et la paysannerie. Et ce soviet est absolument ingérable puisqu'il y a 2000 délégués au bout de quelques jours qui se sont tous cooptés. Et donc évidemment, c'est un politburo, un bureau politique qui commence à prendre les décisions où se cooptent les principaux responsables des partis politiques qui s'appellent eux-mêmes la démocratie, c'est-à-dire tous les partis politiques à gauche de l'opposition libérale au tsar, qui est majoritaire dans le gouvernement. Donc vous avez... On parle toujours de double pouvoir dans la Russie de 17 en février, enfin en mars. En fait, il y a un triple pouvoir. Il y a le vrai pouvoir, c'est celui de la rue. C'est celui qui est capable de tout renverser à tout moment. Et vous avez deux pouvoirs extrêmement fragiles, très illégitimes, quel que soit le passé, très illégitimes dans les circonstances actuelles et qui n'ont qu'une seule peur, c'est que la révolution se poursuive et qu'ils soient balayés par cette révolution. Et donc c'est pour ça qu'ils s'accordent, ils sont des alliés objectifs pour stopper la révolution et pour essayer de passer à la partie de la construction, notamment par un décret fondamental, celui du 6 mars, qui, pour la première fois en Russie, eh bien, abolit toutes les distinctions de classe, de race et de confession, et qui va permettre tout ce qu'on va voir tout à l'heure, la libération donc de toutes les expressions nationales, genrées et aussi de classe.
On va en parler tout à l'heure et on va faire un petit interlude puisque je trouve que c'est le bon moment de faire une petite pause, histoire qu'on a commencé à accumuler pas mal de choses, on a vu beaucoup d'éléments. Mais écoutez, messieurs, dames, il va être temps de passer à la rubrique cinéma. Pourquoi la rubrique cinéma, vous me direz, puisque eh bien, Alexandre, vous êtes, si je peux me permettre, un fan du cinéma russe. Vous avez écrit notamment une révolution russe par le cinéma. Oui. Donc écoutez, je pense qu'on a une petite musique. On peut mettre un petit jingle, s'il vous plaît. Je vais mettre mes petites musiques d'amateurs de cinéma et ce n'est plus La dernière séance. Évidemment, c'est la dernière séance, évidemment. On n'est plus dans une conférence d'histoire, on va vraiment parler de cinéma. Vous me dites quand on est prêt et on envoie. C'est super. C'est une émission de professionnels, hein, sachez-le. Donc on va juste envoyer la musique du cinéma. On adore le cinéma. Mesdames et messieurs, bienvenue au Festival du film de Strasbourg, qui succède tous les ans évidemment au Festival de Cannes et qui va s'achever dans la semaine qui arrive. Ce Festival du cinéma de Strasbourg est un petit peu un Cannes après l'heure. Ce que la Révolution d'octobre a été finalement la Révolution de février. Moins de paillettes et de rêves, plus d'ordre et de sueur. Mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, je vous demande d'accueillir celui qui est le réalisateur de son premier long métrage, Alexandre Zumpf, s'il vous plaît. Merci pour lui, Alexandre Zumpf. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous voir pour nous présenter votre tout premier film, sobrement appelé Vol au-dessus d'un nid de coco, un blockbuster à la française qui se penche sur un épisode pourtant peu traité dans le cinéma hexagonal, qui est la Révolution russe. Vous avez quand même bénéficié d'un budget record pour ce film, le plus élevé du cinéma français depuis Marsupilami. Vous qui avez toujours aimé le cinéma, vous avez notamment écrit des livres sur le cinéma russe. C'était le moment pour vous de passer derrière la caméra, c'est ce que vous vous êtes dit? Oui, j'ai décidé de recréer toute l'histoire avec la caméra et de montrer vraiment aux Français ce que c'est que foutre le bordel. Bien sûr, j'entends ce que vous dites. L'idée, Alexandre, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous passer des images des principaux personnages de votre récit, de cette révolution russe de 17, et que vous m'expliquiez le choix de votre casting. Voilà, quel acteur français vous aimeriez voir dans les rôles titres de votre film. C'est important de vous le présenter. Sachez que dans le chat sur Twitch, on vous fait aussi une proposition de scénario. Voilà, donc vous pouvez aussi choisir le scénario de notre cher Alexandre qui le défendra tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'on peut nous mettre peut-être la première, dans quelques instants, la première image de celui qui joue dans le rôle titre, hein, évidemment très important. Il y a beaucoup de protagonistes, bien sûr, mais qui pour l'incarner? Il y a quand même beaucoup d'acteurs potentiels en France qui pourraient peut-être incarner Staline, Lénine, voilà, tout ça, c'est des personnages. Et ça vient, bien sûr, on est en train d'arriver, bien sûr, c'est sûr. Dans le chat, sachez que vous avez le choix sur 3 scénarios possibles. Vous pouvez vous connecter si vous voulez, si vous avez Twitch dans la salle. Vous pouvez vous aussi voter. Voilà, donc pour vous, vous avez le couple impérial, c'est forcément des protagonistes de votre histoire. Qui pour incarner la tsarine et le tsar pour vous dans le cinéma français? Je vois que Nicolas et Carla. Ah, bien sûr. Ça semble une évidence, effectivement. Nicolas et Carla, ça marche aussi. C'est du sérieux. Bien sûr, ça va être sérieux. Ils vont remplir le rôle, ça j'en suis certain. Le prochain personnage de notre histoire, bien sûr. Ça arrive, bien sûr, évidemment. Vous savez, c'est les télétextes en 1917, le temps que... Ah oui. Donc ça 36-15 Rivenzi. Bien sûr, évidemment. Peut-être avant qu'on ait le prochain personnage qui arrive, sachez qu'on a eu le scénario de votre film. Voilà, il est là, le prochain personnage. Voilà. Pour incarner Joseph Staline, qui est-ce qu'on verrait dans le rôle Christian Clavier. Sur un Christian Clavier absolument délicieux. Le casting, c'est top. Je t'ai Beans. Bien sûr. C'est quoi ce Beans? C'est quoi ce Beans? On va vous mettre le 3e personnage, mais sachez que voilà, votre film, votre scénario, voilà, Lénine, qui pour incarner Lénine Jean-Luc Mélenchon. C'est un format hétéroclite. Il va falloir le raser de très près, Olivier. Bien sûr. Un personnage fort aussi, un futur personnage fort qu'il va falloir incarner par la suite, bien sûr. Rasputin. Qui est-ce qu'on voit dans le rôle de Rasputin? Un grand historien, Stéphane Courtois. Stéphane Courtois, oui, il a déjà la barbe. C'est plus niche. Il y avait le chat, du coup, nous a parlé de votre scénario. Dans ce film, vous avez décidé de jouer la carte de l'Uchronie. Alexandre, on aimerait comprendre. Vous avez décidé de faire gagner Trotsky dans votre film. Pourquoi? C'était un choix pour vous nécessaire, important, de réécrire un petit peu l'histoire? Ce n'est pas Trotsky. Non, mais c'était dans le scénario, en tout cas. Trotsky, c'était important de le faire gagner pour vous dans ce film?
Oui, Ouais. je pense que c'est bien pour que ensuite il y ait une révolution, il y a une résistance stalinienne. Vous voulez mettre en place une résistance stalinienne dans votre film, c'est ça? Oui, c'est ça. Staline comme un résistant et qui s'allie avec de l'argent américain, il essaie de renverser Trotsky. Oh là, le prof, c'est fou. On a envie de voir ce film ou pas? Bien sûr, bien sûr. Et qui dans le rôle titre de Trotsky, du coup, qui remporte la révolution russe? Le grand-père? Le grand-père? Non, j'ai pas entendu. Qui dans le rôle de Trotsky? Qui dans le rôle titre? Qui dans le rôle de Trotsky? Ça, c'est une bonne question. Oh, I think I will do it myself. Oh, vous le ferez vous-même, bravo. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, Vol au-dessus d'un nid de coco, bien sûr, à retrouver en salle dès cet été, à dévorer, bien sûr. Non, I'm sorry, Rivenzi. Ça sera le 25 octobre. Pardon, excusez-moi, c'est vrai, ce sera en octobre. Excusez-moi, je me suis trompé dans le calendrier. Encore, ce n'est jamais bien simple. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce festival du film de Strasbourg. Ça a été fait. On l'a dit donc, voilà. Donc, en tout cas, c'est un beau programme. On a hâte de découvrir ce film, mon cher Alexandre. Cette révolution, on va y revenir. Cette révolution de février 17, elle fait naître beaucoup. Vous le disiez on va dire d'envie. Il y a beaucoup de choses qui commencent à naître un peu partout en Russie. Il y a tellement de... Parce que c'est vrai que voilà, c'est bon de le rappeler, il y a une dimension coloniale dans l'Empire russe, il y a beaucoup de nationalités, de communautés qui vivent dans cet empire. Et on va dire que cette révolution de février fait naître en quelque sorte une forme d'espoir aussi pour beaucoup. Ah très bien, ok, très bien. Nous ne sommes plus en live, c'est une exclusivité, nous sommes avec vous bien sûr. Mais on va continuer. Évidemment, petit faux contact, évidemment. Mais on va continuer parce que de toute façon, il y aura la rediff pour ceux qui nous regardent. Et on parlait, il y a un visuel que vous vouliez nous montrer, le premier visuel sur notamment la Rada en Ukraine. Peut-être que c'est intéressant, je pense que évidemment le contexte ukrainien actuel, je pense que c'est intéressant d'en parler et de commencer par là. L'Ukraine fait partie de ces foyers qui vont tout de suite, au lendemain de la révolution de février, faire valoir leurs prétentions. Tout à fait. Donc d'abord, les Ukrainiens obtiennent quelque chose d'inédit, c'est-à-dire la possibilité de former des unités ukrainiennes au sein de l'armée, donc des unités où non seulement tous les soldats sont ukrainiens, mais où les officiers sont ukrainiens. Alors, on ne sait pas exactement s'ils étaient russophones ou ukrainophones. Probablement, les officiers étaient plutôt russophones parce que l'ukrainien est une langue de paysans à l'époque. Et ça veut dire, d'un côté, un élan national, la question de qu'est-ce que c'est qu'être un Ukrainien. Et donc, au départ, il n'y a pas le visuel. Au départ, la réponse des militaires ukrainiens, c'était de dire les Ukrainiens, c'est tout sauf les Russes, les Juifs et les Polonais. Donc c'est les Ukrainiens de sang, qui ont un sang un peu plus jaune et un peu plus bleu. Et ça a marché dans un premier temps, sauf qu'évidemment l'armée russe, donc avec ses unités ukrainiennes, va de défaite en défaite, et en particulier après l'offensive du 1er juillet 1917, offensive dite pour la liberté ou dite Kerensky. Et donc se substitue à ça une autre entreprise politique qui est celle de la déclaration d'abord d'autonomie, puis ensuite d'indépendance. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous parler de certains États autonomes et certains États indépendants. Les autonomes, ils s'identifient, ils n'osent pas se penser en dehors dans l'Empire russe. Ils sont tellement colonisés qu'ils se disent non, on pourrait pas réussir. Un peu comme si aujourd'hui, ce que vous appelez, notamment ceux qui jouent au risque, la Yakoutie, mais eux-mêmes ils s'appellent les Sakhas, évidemment, puisque c'est un nom colonial, disaient oh, on ne peut pas vivre par nous-mêmes. Sauf que Sakha, c'est à peu près 70% des réserves du gaz dit russe. Donc ils pourraient tout à fait s'en tirer. Il n'y a pas de raison que Baran y arrive et que Yakoutsk n'y arrive pas. Bref. Et donc les Ukrainiens se disent on va faire une première déclaration, on fait notre propre assemblée élue, et ils appellent ça la Rada, ça veut dire tout simplement l'assemblée, et cette Rada prend forme en juin par, alors ça c'est le troisième universal, par un premier universal, c'est-à-dire par un premier texte de loi qui est écrit uniquement en ukrainien. Et celui-ci, c'est le troisième, c'est celui du 20 novembre 1917, qui est très important parce que, comme vous le voyez, il y a la prise en compte, contrairement à ce qui s'était passé au début, par le miracle de la démocratisation de cette société, du fait que c'est un État qui est multiethnique, mais pas impérial. C'est une déclaration de république et d'une république socialiste, on dit populaire à l'époque, mais c'est à peu près la même chose, une république populaire d'Ukraine qui se sait solide parce qu'elle n'est pas exclusive, mais inclusive.
Et ça, c'est une grande leçon. Et donc, quand Vladimir Poutine, dans la nuit du 23 au 24 février 2022, a dit « l'Ukraine, ce n'est ni un État, ni une nation, ni un peuple, pardon. Bon, bah, un peuple, bah si. Une nation, forcément, il y a une culture. Et ça a été aussi un État. Et ça a été un État à partir de ses premiers universaux, ou universali, et jusqu'à la reconquête par l'armée rouge en 1920. Mais il y a eu pendant 3 ans, comme un peu partout sur le territoire futurement soviétique et anciennement impérial russe, une autonomie. Et ça, c'est la déclaration d'indépendance. Il y a des questions qui viennent, qui sont très intéressantes dans le chat. Il y a Baudruchon qui est avec nous dans la salle et que je salue, qui est souvent sur Twitch aussi. Donc salut Baudruchon, qui pose la question un peu intéressante, et ça va un peu dans le sens de ce qu'on dit par rapport à ces territoires qui sont lointains, par rapport à Petrograd, par rapport à Moscou. Les campagnes lointaines étaient-elles au courant de ce qui se passait? Ça arrivait très vite? Non, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient, des rumeurs qui étaient, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que donc, oui, parce que la poste aussi est désorganisée, le télégraphe, on ne sait pas qui est-ce qui est à l'autre bout, des fois c'est des gens qui ne maîtrisent même pas le morse, donc c'est un petit peu problématique. Par ailleurs, on n'a pas pillé que les arsenaux, on a aussi pillé, il y avait un monopole d'État sur la production d'alcool. Donc il y a eu pas mal d'émeutes autour des usines, et il y en a même une qui a explosé du côté de Omsk parce que c'était la seule solution qu'ont eu les pouvoirs locaux pour éviter l'orgie totale. Ça s'est passé en octobre. Et donc les campagnes ont leur propre révolution. C'est-à-dire que les paysans, chacun un peu dans leur coin et de manière pas du tout unifiée, et c'est pour ça qu'on en parle très rarement, j'en ai parlé dans mon bouquin de 2017, mais les paysans, eux, ils commencent par se réapproprier la terre. Ensuite, ils demandent le cheptel, les semences, l'outillage. Au début, ils demandent, ensuite, ils exigent, et à la fin, ils zigouillent. Et donc, ce qui s'est passé tout au long de 1917, c'est que les paysans, un peu partout, et de manière non coordonnée, mais évidemment simultanée, parce que c'est la même aspiration à la terre, à l'idée que la terre est à celui qui la cultive, et non pas à celui à qui elle appartient. Donc c'est du socialisme, si vous voulez, primaire au sens tout à fait neutre du terme, ou primitif au sens voilà, le plus positif possible du terme, et il consiste en une repaysanisation des campagnes. On exclut tout ce qui n'est pas paysan des villages, c'est-à-dire les experts agronomes, le garde champêtre, le vétérinaire, tout ça, on s'en débarrasse et on fait la révolution paysanne, chacun dans son village, les villageois s'arment, et c'est bien pour ça qu'en 1921, les bolcheviks ont eu très très fort à faire pour réduire une à une toutes ces insurrections paysannes, en particulier en Ukraine et dans le sud de la Russie. L'Ukraine, est-ce que vous voulez continuer un petit peu sur l'Ukraine? Parce qu'après, il y avait des sujets très intéressants sur tous les Tatargots de Crimée, etc. Est-ce que vous voulez dire un mot justement sur 1917, sur la suite de ce mouvement ukrainien, justement? Alors, le problème, c'est que l'Ukraine est sur la ligne de front et que l'Ukraine parvient à négocier, à envoyer sa propre délégation. On ne le sait pas souvent. Vous connaissez Brest-Litovsk, plus ou moins. Encore un 3 mars, mais cette fois-ci de notre calendrier. 1918, les Russes sont obligés de céder la mort dans l'âme et la barbichette entortillée, qu'elle soit celle de Trotsky ou de Lénine, beaucoup de territoires, etc., etc. Mais quand on regarde du point de vue colonial, en fait, Brest-Litovsk, c'est un miracle pour la puissance moscovite. Les bolcheviks, ils n'ont rien, ils n'ont aucun atout dans la Manche, et ils gardent tout le Caucase et toute l'Asie centrale. Enfin, tout le Caucase, presque, on en parlera tout à l'heure, pas la Géorgie, qui est devenue une république populaire, là aussi, et qui sera écrasée par l'armée rouge en février 21 sur la demande de Staline et Orjonikidze. Et donc, les Ukrainiens eux-mêmes envoient leur propre délégation négocier en parallèle à Brest-Litovsk, et ils obtiennent un statut spécifique. Donc l'Allemagne n'est pas encore vaincue, et le statut spécifique donc permet que l'Ukraine ait une autonomie sous tutelle allemande et installe à la tête du nouvel État ukrainien un autoproclamé ataman, c'est-à-dire un chef militaire, l'ataman Letman Skoropadsky, mais qui ne satisfait pas du tout les responsables les plus à gauche de la Rada, qui donc fomente une révolution et qui finalement n'a pas vraiment le temps de se développer parce que l'Allemagne perd la guerre et donc se retire de l'occupation de l'Ukraine occupée après Brest-Litovsk. Et c'est le moment où donc la République se radicalise dans un sens socialiste d'un côté, mais aussi nationaliste de l'autre. Alors nationaliste, là encore au sens historique, en français un peu partout, et en Russie en particulier, dire de quelqu'un que c'est un nationaliste, ça veut dire « Oh, l'horrible qui veut disposer de lui-même ». Donc il faut distinguer ce qui est de
lors de la construction nationale qui est légitime, et ce qui est du nationalisme, c'est-à-dire de l'exacerbation du patriotisme, et donc non pas de cette démarche-là, mais d'une démarche exclusiviste et souvent pogromiste, voire génocidaire. D'accord ? Donc, quand un Russe dit de quelqu'un, que ce soit hier ou aujourd'hui, que c'est un nationaliste, en général, c'est un très bon signe. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui résiste à l'hégémonie coloniale de Moscou. D'accord ? Et donc, le problème, c'est que l'armée ukrainienne s'est débandée et qu'en Ukraine, en plus, il y a l'armée rouge, il y a des bolcheviks ukrainiens qui ne sont pas d'accord avec les bolcheviks de Moscou, donc très important. Il y a une armée dite noire, c'est l'armée des anarchistes de Nestor Makhno qui va monter jusqu'à 30 000 personnes et qui va installer une république autour du village de naissance de Makhno à Roulial-Polier. Et puis vous avez les Polonais. Et les Polonais, en fait, réussissent même à prendre Kiev à l'invitation d'un des derniers dirigeants et un grand pogromiste devant l'Éternel, Simon Petlura, donc au printemps 1920. Donc il faut que vous imaginiez Kiev, donc Kiev, a été prise et reprise 17 fois entre le début donc, de la Révolution et la fin de ce que les Russes appellent la guerre civile, mais qu'il ne faudrait plus qu'on appelle comme ça. Donc c'est une complexité à la fois politique et ethnique, avec un entremêlement au sein donc des villages de ces différentes options, mais aussi au sein des familles. Et donc dans tous les récits soviétiques, mais aussi dans ceux des exilés, vous allez avoir constamment cette idée d'une guerre civile qui fracture les familles, mais ce n'est pas la guerre civile telle que vue, comme nous on le voit toujours, les rouges contre les blancs, c'est en fait tout le monde contre tout le monde. Tout le monde contre tout le monde, parce que tout le monde a sa vision de la révolution. Et tout le boulot des bolcheviks et de ceux qui s'allient à eux petit à petit, qui sont forcés par les bolcheviks à s'allier à eux, parce que celui qui n'est pas avec Lénine et les siens, eh ben, il est contre, c'est ceux qui acceptent le fait qu'il n'y a qu'une seule révolution, celle dictée par Lénine à Moscou, et que tout le reste, c'est de la contre-révolution. On est revenu en live aussi, donc voilà, on embrasse les gens Magique. du chat, exactement, et nous avons eu un raid de la chaîne parlementaire Assemblée nationale, bien sûr, on les salue. Alors un raid, si vous voulez, c'est qu'en gros, quand une chaîne Twitch termine... On les salue, bien sûr. On salue l'Assemblée nationale. En fait, sur Twitch, quand on termine un live, on peut décider d'envoyer ses spectateurs vers une autre chaîne, et donc du coup, l'Assemblée nationale a décidé d'envoyer ses spectateurs ici. On les salue, bien sûr. Donc, il y avait... Vous avez Laurent, Laurent Wauquiez ou pas? Je ne sais pas s'il y avait Laurent Wauquiez. Il y avait Laurent Wauquiez ou pas? Est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Est-ce qu'il y avait Nicolas Sarkozy aussi? Je suis un grand fan de son action au niveau régional. Mais seulement à ce niveau-là. Hein. On était un petit peu sur Kiev aussi, mais c'est vrai que cette communauté, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure en introduction, c'est aussi l'Empire russe, c'est composé de nombreuses communautés musulmanes également, les Tatars de la Volga, de Crimée, les Kazakhs, les Kirghizes et les Turkmènes, et encore plus. Comment, eh bien justement, cette révolution de février fait naître aussi dans ces communautés l'envie d'autonomie, d'indépendance? Eh bien, elle le rend possible d'abord par le fait que les élections qui se propagent dans tout l'ancien empire pour succéder aux administrations municipales, aux administrations régionales centralisées. Donc il y a une grande décentralisation, d'une part, et d'autre part, il y a l'autorisation de la formation de partis nationaux, alors qui existent déjà. Par exemple, on le sait rarement, mais le parti marxiste de Russie qui s'appelle le POSDR, Parti ouvrier social-démocrate de Russie, parmi les membres fondateurs, vous avez le Dashnak qui est un parti révolutionnaire arménien, et vous avez également le parti de Pologne-Lituanie, donc celui de Rosa Luxembourg. Donc c'est déjà un parti qui est internationaliste, mais qui est aussi international. Bon. Et donc les musulmans, comme les autres, sont conscients de leur force. Il y a une élite culturelle de journalistes, d'acteurs politiques, qui font souvent partie aussi des principales familles, des principaux clans. Hein, les élites se reproduisent, on le sait bien, et qui donc décident de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de se réunir en congrès. Et cette carte-là, notamment, donc la carte des États musulmans de la Russie de l'Est, de la Russie orientale. C'est pas très clair quand même comme carte, Oui. si je peux me permettre. Oui. C'est plus. Je pense que ça a été dessiné à la main. Oui. Mais on voit donc que là où vous avez marqué le plus gros morceau, qui est à l'époque la Kirghizie, en fait, c'est aujourd'hui quasiment le Kazakhstan. C'est à peu près la même forme que le Kazakhstan. D'accord. Hein. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, bon, on est certes musulmans, mais on a aussi des différences. Avant, on était tous identifiés que comme musulmans. Et en tant que tels, on avait moins de droits que les Slaves. Bon, donc là, c'est l'idée,
voilà quels sont les différents types de gouvernements possibles. Comment est-ce que, donc vous avez Boukhara, vous avez la Turkménie, vous avez l'Afghanistan, bon là qui est normalement dans l'orbite britannique. Vous avez plus au nord, on va en parler tout à l'heure, la Bashkirie, donc le Bashkortostan, qui est très important. Et cette idée de, on doit être à la fois unis et différenciés. On s'unit pour réfléchir ensemble à qu'est-ce que c'est qu'être un musulman de l'Empire russe, et on est différencié parce que il faut qu'on accepte que les autres avancent pas au même rythme que soi-même. Et donc, par exemple, vous allez avoir à la place de la Kirghizie, on en parlera, un État, l'autonomie d'Alash, à partir du mouvement de l'Alash Orda, qui s'organise en décembre 1917, et qui ensuite, en 1918, j'ai oublié le mois, mais peu importe, vous pouvez vérifier ça sur Twitch, se constitue en État indépendant, qui résistera jusqu'en avril 1920. À l'inverse, en Bashkirie actuelle, c'est-à-dire au Bashkortostan, vous avez deux mouvements. Vous avez un mouvement pro-turc et un mouvement qui est indépendantiste. Et vous avez un mouvement qui est plutôt pro-musulman de Russie et qui est autonomiste et qui s'oppose. Et ça fait aussi toute la richesse. Et donc on se dit, bah oui, ils sont un peu bêtes quand même, ces Bashkirs. Ils auraient dû prendre l'indépendance tout de suite, faire une équipe de foot, participer à la Coupe du Monde, etc. Ben non, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que vous avez, c'est aussi ça la démocratie, vous avez des partis politiques qui polarisent la société pour la première fois, et ça va très très vite, mais qui du coup aussi, sous la pression des événements, se radicalisent à la fois à cause de l'interaction avec les autres et de l'interaction avec Moscou, et se radicalisent aussi, pourquoi ? Ben, on l'a vu avec Jean-Luc, pour avoir des électeurs. Comment, pardon ? Très bien. Et on me dit que sur la chaîne parlementaire, c'était Mathilde Panot, bien sûr. Ah là là, elle est tombée dedans. Donc, non, il y a des questions aussi assez intéressantes que je reprends dans le... Il y a Ulysse qui nous pose une question qui est dans la salle et qui nous dit, dans l'Est de la Russie, presque plus asiatique qu'européen, comment la révolution a eu lieu, si elle a eu lieu d'ailleurs ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Dans l'Est de la Russie, donc, il faut d'abord s'imaginer que c'est super peu densément peuplé. C'est des étendues immenses, sans personne. Et dans ces toundras, dans ces taïgas, vous avez essentiellement des éleveurs nomades qui sont donc d'ethnie mongole essentiellement, hein, donc les Evenks, etc., qui sont pour certains turcophones, qui sont animistes, donc qui sont l'autre avec un A super majuscule. Voilà. Et ceux-là, évidemment, ils n'entendent pas du tout parler de la révolution. C'est beaucoup trop loin, il n'y a pas de télégraphe, enfin voilà, et ils sont quasiment pas affectés. Ce qu'il y a aussi donc, dans cette partie sibérienne de la Russie, ce sont des vieux croyants, des personnes qui ont refusé quelques petits changements au XVIIe siècle dans la religion orthodoxe, un peu comme le passage du latin au français, si vous voulez, et qui, pour résister à ça, ont quitté les villes, ont quitté la Russie d'Occident et se sont réfugiés toujours plus loin dans les forêts sibériennes. Et puis, vous avez le pouvoir colonial extractiviste, qui est là sur place, qui a installé des colons russes. Et donc, tout ceci crée... et puis, vous avez des Cosaques. Des Cosaques qui sont historiquement des soldats paysans libres chargés de sécuriser les frontières dans l'Empire russe. Voilà. Et tout ceci rentre dans un maelstrom. Et au milieu de tout ça, vous avez quoi ? Eh bien, vous avez la Légion tchèque et slovaque. Légion tchèque et slovaque qui sont d'anciens prisonniers de guerre, qui ont obtenu en 1916 le droit de former une légion et donc de partir vers Vladivostok, prendre un bateau et revenir sur le front de l'Ouest en France pour se battre contre les Allemands, pour éviter de se battre donc contre leurs frères de l'Empire austro-hongrois sur le front russe. Bon, ils ne sont jamais arrivés jusque-là, puisque la révolution les surprend alors qu'ils sont dans l'Oural, et comme c'est la force armée la plus disciplinée et la plus importante de l'Oural et de la Sibérie occidentale de l'époque, eh bien, ils s'emparent de toutes les villes du Transsibérien au mois de juin 1918. Et ensuite, ils sont soumis censément à un général français qui arrive par les États-Unis et par Vladivostok, Maurice Janin, qui est censé être le général en chef des armées alliées en Sibérie pour lutter contre les Rouges et qui s'allie donc avec l'amiral Kolchak, qui est un blanc et qui, tout étant amiral, eh bien, est devenu un dictateur en novembre 1918. Vous voyez, c'est une complexité folle. La Russie et sa complexité, ça ne date pas d'hier. Et donc, oui, il y a de la révolution, il y a des combats très sporadiques, et surtout, eh bien, on ne sait jamais qui est-ce qui a le pouvoir. On ne sait jamais, quand on arrive dans un village, si c'est les cow-boys ou les Indiens ou autres qui ont le pouvoir.
Il y a une grande forme d'instabilité qui se met en place également. Le temps avance et il y avait aussi un point quand même assez important puisqu'on a commencé en parlant de cette révolution, en parlant des femmes, justement, la révolution de février. Elles obtiennent le droit de vote au printemps 1917, les femmes. Donc Ouais. c'est quand même l'un des grands gains très rapides de cette révolution de février. Mais elles restent quasi absentes finalement du soviet et de la vie politique qui va en découler ensuite. Est-ce que ces révolutions pour les femmes, finalement, c'est une révolution dont elles ne voient pas forcément les fruits derrière? Non, je trouve. Enfin, bon, de toute façon, on est dans une société à l'époque qui est très peu, évidemment, égalitaire. Mais donc, les femmes obtiennent le droit de vote sans coup férir. Elles vont voir le président du gouvernement provisoire, il va dire ah bah oui, c'est une bonne idée, puis il leur donne tout le droit de vote, puisqu'il n'y a aucune distinction qui est faite. Et donc, elles votent massivement. Donc, le fait qu'elles peuvent s'exprimer démocratiquement, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas les fruits. Elles choisissent normalement en âme et en conscience. Et l'idée que les femmes votent comme les hommes, bah, c'est bien mal connaître qui est-ce qui porte la culotte. On sait bien. Hein, je pense que c'est plutôt le contraire. Et donc, elles manifestent, comme on le voit ici. On voit ici que ce sont des paysannes qui sont venues, qui sont montées à la capitale et qui demandent des droits spécifiques agraires pour avoir le droit égal aux hommes à la propriété des terres et à leur exploitation. Droit qu'elles n'avaient que lorsqu'elles étaient veuves et encore sous la tutelle en général de l'oncle, du grand-père, etc. Donc, elles obtiennent ce droit qui est fondamental et il faut pas se dire oh bah oui, elles ont le droit de vote et alors. Je vous rappelle qu'en Russie, il y a eu en gros quelques mois de démocratie et c'était en l'année 1917. Il n'y a jamais eu de démocratie depuis en Russie. Donc, c'est quand même exceptionnel. Et ensuite, eh bien, je ne sais pas si on va avoir le visuel, mais il y a la première femme ministre de tous les temps, en tout cas au niveau intergalactique, qui est Alexandra Kollontai. Alors évidemment, vous allez me dire, elle est affectée à la protection sociale et à l'assistance sociale. Bon, rôle traditionnel du care féminin, mais ce serait bien mal connaître Alexandra Kollontai. D'abord, c'est une bolchevique de choc, l'une des plus vieilles compagnes des débuts de Lénine, etc. Elle est mariée avec un ouvrier qui est un des ouvriers meneurs de toute la révolution bolchevique à Petrograd. Et ils forment le couple beaucoup plus brillant, d'ailleurs, beaucoup plus brillant que celui formé par Lénine et sa compagne, sa femme Krupskaya. Et par ailleurs, c'est une grande théoricienne de deux choses, théoricienne justement des droits familiaux et théoricienne aussi de l'amour libre. Alors évidemment, ça a pu mener à certaines confusions. On a dit, hein, j'ai une fois dans quelqu'un qui m'attaquait, bon ça m'arrive assez souvent, mais qui m'attaquait non pas sur les réseaux sociaux, mais par comment ça s'appelle, compte rendu interposé, en disant que les bolcheviks avaient tout nationalisé, y compris les femmes. Bon, et que donc le bolchevisme, en gros, c'était le viol collectif absolu, etc. Donc c'est encore des gens qui racontaient ça dans les années 2000 hein, en France, et c'est des historiens diplômés. Donc elle est là, et elle est, bien entendu, on pourrait se dire, ah bah, c'est un token, elle est là juste au titre de la représentation. C'est bien mal connaître son caractère, c'est bien mal connaître sa carrière. Elle a échappé, c'est vrai, contrairement à tous les autres, à la répression stalinienne, mais il s'en est débarrassé en fait en la nommant. Elle a été ambassadrice ensuite pendant des années, donc elle était, je ne sais plus dans quel pays, Suède, enfin des trucs comme ça, pour éviter qu'elle soit. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a mise là-bas? C'était pas pour la mettre à l'abri, c'était parce qu'elle était influente dans le parti. C'est parce que les gens l'écoutaient. Alexandra Kollontai, c'était une oratrice extrêmement brillante. Donc, et c'est aussi ces gens-là qu'on envoyait, et qu'on envoyait auprès de qui? Qu'on envoyait auprès des ouvrières pour qu'ils votent bolchevique. Et quand les bolcheviks ont organisé les élections à la constituante après avoir pris le pouvoir, ce qui est assez fou quand on y pense, donc dans la semaine du 12 novembre, et je parle encore dans l'ancien calendrier 1917, eh bien, ils ont tout raflé dans les milieux ouvriers. Mais ils ont tout raflé, pas seulement parce qu'il y a un légitimisme avec le pouvoir, mais parce qu'aussi il y a un travail de fond de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, de ces femmes et de ces hommes qui sont en prise avec le milieu ouvrier et qui sont plus convaincants pour les ouvriers, qui sont devenus plus convaincants que les mencheviks qui avaient pourtant, en mars 1917, qui avaient 80% des voix. Et donc c'est aussi ça, cette révolution bolchevique, c'est pas que ce qui est décidé par Lénine, c'est aussi le travail de propagande, alors un travail de propagande d'extrêmement mauvaise foi, qui fait feu de tout bois, qui passe par toutes les exagérations possibles, mais peu importe comment on gagne les voix, plus pourvu qu'on les ait, n'est-ce pas, dans ce contexte-là. Et donc les femmes sont des actrices de la révolution. Et les femmes qui sont autour de Lénine,
en particulier. Il y a un carteron de femmes qui sont les principaux filtres, etc. On est toujours, oui, c'est les secrétaires de Lénine. C'est bien plus que ça. C'est ses soutiens émotionnels, c'est les seules personnes à qui il se confie, c'est sa garde rapprochée. Et Lénine, il en serait jamais arrivé, vous pouvez le voir dans ma super biographie, pas cher, il serait jamais arrivé là où il est arrivé s'il n'avait pas eu maman à la maison qui venait lui faire les petits plats, s'il n'avait pas eu ses 3 sœurs, et puis sa femme. Et donc, non. Alors, évidemment, ce n'est qu'une petite élite. Mhm. Et dans les villages, les paysannes ont pris aussi leur destin en main. Et puis, je vous ai envoyé quelques noms, notamment de militantes. Une militante moldave, Nadja Greensfeld, mais je ne sais pas si... Normalement, on devrait pouvoir vous les mettre normalement. Je pourrais vous en raconter quelques mots. On n'a pas trouvé les noms sur les visages de tout le monde. Parce que mais il y avait sa photo, je crois. Exactement. Normalement, on devrait pouvoir vous l'afficher incessamment sous peu. Donc ça c'était avant sa maladie, c'est Nadezhda Krupskaya, la compagnon, soratnik, comme on dit en russe, de Lénine, et qui a été quand même chargée... Pareil de la garde rapprochée, justement, ça en faisait partie. Voilà, et donc en 1920, elle a été chargée d'un truc très important sur lequel j'ai fait ma thèse, qui s'appelle le Comité général de l'éducation politique, et qui était en charge en fait de rééduquer intellectuellement et politiquement et idéologiquement tous les adultes restés sous l'emprise moscovite. Donc il y avait quand même du boulot, ils étaient à peu près encore 100 millions, et elle a dirigé ça pendant 10 ans. Alors ça n'a pas du tout fonctionné, on est d'accord, mais il n'empêche, il ne l'aurait jamais donné à quelqu'un d'autre parce qu'il savait que voilà, il y avait genre un seul cerveau et que ça discutait sévère le soir au Kremlin dans leur petite chambrette de savoir quelles sont toutes les prochaines mesures à prendre, etc. Et donc c'est pas que parce que c'était une courroie, c'était parce que c'était aussi quelqu'un avec qui Lénine il aimait bien challenger en fait. Il aimait beaucoup diriger, mais il aimait aussi être poussé dans ses retranchements. Et quand on lit leur correspondance, mais ça barre très très fort pour lui. On a commencé un petit peu à esquisser ce qui va se passer en octobre-novembre du coup de 1917. Et je propose un petit interlude parce qu'on a commencé à parler de Lénine. Et c'est vrai que, on va dire que la révolution crée des images, crée des phrases aussi, des phrases qui vont rester dans l'histoire, notamment Lénine en a laissé quelques-unes. Donc, ce qui se passe, c'est que je vous propose faire un jeu dans la salle. Je vous mets un petit jeu, bien sûr. Lénine, la rubrique, c'est révolutionnaire ou rappeur. Je vous mets donc des punchlines, bien sûr, à vous de savoir. Et on va faire à main levée si vous pensez que ce sont des rappeurs ou des révolutionnaires de 1917, bien sûr. Je commence. La gratitude est une maladie dont souffrent les chiens. Révolutionnaire, on lève la main. Non, on sait pas trop. On sait pas trop. Hein. Rappeur. On pense que c'est rappeur. Est-ce qu'on sait qui l'a dit, Alexandre ? Pas moi. Ce n'est pas toi. C'est Staline qui l'a dit, du coup, cette phrase. Oui, on aurait pu y penser, oui. Effectivement. Autre punchline, donc, si les meilleurs partent en premier, pourquoi je suis toujours en vie ? Rappeur. Trotsky. Révolutionnaire. Vous aviez raison dans la salle, puisqu'il s'agit de Booba, bien sûr. Le duc, évidemment. Autre punchline. Si le mal brille dans toute sa splendeur, c'est devant le pire que bien prend toute sa valeur. Non, c'est devant le pire que le bien prend toute sa valeur, pardon. Je le répète, si le mal brille dans toute sa splendeur, c'est devant le pire que le bien prend toute sa valeur. Rappeur. Révolutionnaire. Ah ouais, c'est fou. Eh bien, c'est Oxmo Puccino, bien sûr. Donc vous étiez pas loin, évidemment. Le fascisme et le capitalisme en décomposition. Rappeur. Révolutionnaire. NTM. Ah non, c'était pas NTM, c'était Lénine. Ah, bah c'est pareil. Oui, c'était Lénine. Autre punchline, la vraie morale ne s'occupe pas de ce que nous pensons et nous voulons, mais de ce que nous faisons. Révolutionnaire. Rappeur. C'était Léon Trotsky. Vous êtes bien dans le chat, enfin là dans le chat. Je vous appelle le chat, alors vous êtes un amphithéâtre littéralement. Le mec est matrixé. J'ai trop l'habitude. Bien sûr. Je vous en mets une un peu plus compliquée. Pour réussir, faut que t'étudies. Je sais pas qui m'a dit. Sûrement Carla Bruni. Révolutionnaire. Rappeur. Ah, effectivement, bien Prisonnier joué. politique. Nicolas Sarkozy. C'était Damso, mais c'était pas loin. On pourrait imaginer. Ok. Autre phrase, la mort est la solution à tous les problèmes. Pas d'homme, pas de problème. Rappeur. Révolutionnaire.
C'était Staline, on pourrait dire dictateur aussi, hein, ça marcherait aussi. Palpatine dans le chat, bien sûr. Non, ce n'est pas Palpatine ni Tony Parker. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Rappeur. Doc Gynéco. Ah oui, Doc Gynéco serait fou. Révolutionnaire. Ah, c'est 50-50 hein, dans la salle. Eh bien, il s'agit de Lénine. Je vous en fais... Il y en a encore 2 derniers. L'argent ne fait pas le bonheur, la misère non plus. Rappeur. Rivenzi. Ah, j'aurais adoré l'écrire, ça aurait été fou. Oh, rappeur, il y en a pas mal. Révolutionnaire. Pas mal. C'était ce bon vieux Fouini Babe, bien sûr. Et on termine avec le dernier. Si tu brasses pas, tu sers à rien. La fin justifie les moyens. Je suis parti de rien. Révolutionnaire. Oh yeah. Ah ouais, c'est bien Hamza, tout à fait. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir joué dans la salle. Vous étiez bon. Bien sûr, Rap, Vald, Macron, Sangoku. Et oui, il y avait beaucoup de propositions également dans le chat. Revenons avec cette révolution. Je le rappelle, on va essayer quand même aussi de garder du temps pour vos questions dans la salle. Donc voilà, on se rapproche doucement, mais sûrement déjà de la fin de cet entretien. Ça passe extrêmement vite. De toute façon, c'était difficile de pouvoir, en 1h15, de toute manière, parler de la révolution russe. L'idée, c'était quand même de vous faire un petit peu un tour d'horizon quand même de ce qui a pu se passer dans d'autres territoires. C'était un petit peu l'objectif de ce soir. Je vous conseille évidemment les livres d'Alexandre si vous voulez continuer, de creuser sur le sujet. Ce serait bien quand même qu'on revienne un petit peu sur ce qui se passe à l'automne 1917 aussi. Et on va dire, est-ce que ce qui va se passer à l'automne 17 est une sorte peut-être... est-ce qu'on va remettre une cloche sur toutes les envies, sur toutes les ambitions, sur ce qu'on avait imaginé qui avait été né quelques mois auparavant ? Ah oui, alors ça c'est pour les élections, justement. C'est des industriels qui s'adressent à des paysans pour essayer qui votent pour eux. Et en fait, évidemment, ça ne marche pas du tout. Mais vous voyez, on est dans la quête de vote, un peu partout où on peut. Eh bien, octobre, c'est le moment où Lénine décide, contre son bureau politique, de créer un événement qui va plonger la Russie dans la guerre civile. Parce que c'est ce qu'il a théorisé depuis 1890. Il a dit, certes, la guerre impérialiste, c'est la condition de créer les conditions de la révolution. Hein. La guerre est le catalyseur de l'histoire, mais surtout... la révolution doit déboucher, la guerre impérialiste doit déboucher sur une guerre civile. Et tout au long de l'année 1917, il dit « Vous avez tous peur de la guerre civile, moi je la veux ». Et donc pour ça, il trouve que ça va trop lentement. Et alors que les bolcheviks sont en train de tout gagner, toutes les élections les unes après les autres, donc auraient emporté sans aucun problème le pouvoir, il se dit « C'est pas possible, j'ai pas toute ma vie théorisé la révolution pour gagner le pouvoir dans les urnes. Je suis quand même Lénine, quoi ». Et donc, il se dit, il faut faire quelque chose, et il convainc donc, il revient spécialement de sa cachette dans les marais de Finlande, où il a déclamé des discours enflammés à des moustiques, pour faire cette révolution, faire ce coup d'État. Donc la révolution d'octobre, ça n'existe pas, c'est un pur putsch, un coup d'État qui est destiné à provoquer cette guerre civile en forçant les partis révolutionnaires, donc à gauche des libéraux, et en particulier les socialistes révolutionnaires et les mencheviks, à choisir un camp. Choisir le camp de ceux qui veulent prolonger la révolution et la rendre prolétarienne et démocratique, ou ceux qui se contentent des petits acquis, on va dire relativement déjà épuisés de février-mars. Et pour cela, il chasse le pouvoir qui demandait qu'à être chassé, et aussi, il commence à organiser la lutte contre ce qu'il appelle la contre-révolution, et il refuse un gouvernement d'union, non pas nationale, mais d'union démocratique avec les autres partis socialistes, et tout ceci afin d'amener la Russie à se partitionner en deux. Et donc, quand on pense à ce qui s'est passé ensuite, la guerre civile russe, en fait, on devrait d'abord appeler ça la guerre civile léninienne. Et quand on pense au fait qu'il n'y a que les rouges et les blancs, ça, c'est une vision de l'esprit vue de France. Mais en fait, les véritables... Il n'y a plus personne qui soutient la monarchie, elle est complètement démonétisée. Quand le tsar s'est fait exécuter avec sa famille, les gens se sont dit « Ah, dommage, j'aurais bien aimé être là, j'aurais piqué des bijoux ». Mais ils n'en avaient rien à faire. Le Nicolas II, il était comme un has-been total. Donc, il ne s'est pas du tout battu contre les Blancs, il s'est battu
contre des armées, certes, il s'est battu contre les armées de ses anciens alliés, et il s'est surtout battu contre tous les autres révolutionnaires qui n'étaient pas d'accord avec son point révolutionnaire. Et donc la vraie date, et j'avais demandé un visuel sur les manifestations de janvier 1918, c'est quand, après avoir organisé ces élections qui pensaient gagner, voilà exactement, eh bien, il décide de liquider, c'est un terme en fait d'entreprise, hein, c'est pas liquider physiquement, de liquider, c'est-à-dire de fermer au bout d'un seul jour de débat cette assemblée constituante qui est celle qui a été historiquement la plus lente à s'organiser de toute l'histoire humaine. C'est-à-dire qu'en général, une assemblée constituante, en quelques semaines, il faut qu'il y ait une transition. En fait, personne ne se résolvait à mener ces élections, pas tant parce qu'il n'y avait pas les conditions, parce que tout le monde avait peur des résultats. Et notamment, tout le monde avait peur des bolcheviks. Sauf que les bolcheviks ont perdu ces élections. Ils ont emporté les ouvriers et les soldats, mais ils n'ont pas emporté les paysans. Ça, c'est le Parti socialiste révolutionnaire. Et donc, cette assemblée, en une nuit, a annulé tous les décrets de Lénine, notamment les fameux décrets d'octobre sur la paix, sur la terre et sur les nationalités. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu des manifestations en soutien, on le voit ici, à cette assemblée constituante qui est au palais de Tauride, donc à Petrograd. Et on a envoyé les Cosaques des bolcheviks, c'est-à-dire les tirailleurs lettons, qui sont ultra-bolchevisés depuis très longtemps et qui ont tiré dans le tas. Donc on ne sait pas exactement combien de victimes, sans doute plusieurs dizaines, voire un peu plus que ça, peut-être 200 ou 300. On ne sait pas. Il y a eu aussi, donc c'est les 5 et 6 janvier 1918, dans l'ancien calendrier, à Petrograd et à Moscou. On a tiré sur une foule pacifique interclasse de personnes manifestant pour la poursuite de la démocratie modérée, on va dire parlementaire, et c'est le moment où commence la dictature bolchevique. Il y a des gens pas d'accord ? Il y a des gens pas d'accord. Je peux envoyer les tirailleurs. Non, il y a des questions très intéressantes dans la salle et je vais la poser après. Moi, j'avais une question aussi sur... On parle beaucoup des grands personnages, évidemment, et on a parlé Staline, Lénine, Trotsky de cette révolution, mais est-ce que les protagonistes en Ukraine, les communautés musulmanes, on n'a pas parlé des juifs aussi qui ont été victimes, est-ce que quand cette opportunité s'ouvre en 17, on peut parler d'une opportunité, en tout cas pour peut-être une autonomie, une indépendance, est-ce qu'ils se sentent protagonistes, qu'ils sentent qu'ils marquent l'histoire, qu'ils peuvent marquer l'histoire pour eux, pour leurs proches? Est-ce qu'ils le sentent, ce moment de bascule? L'avantage de la vacance du pouvoir, c'est que tout le monde peut prendre le pouvoir. En 1919, au pic, il faut vous imaginer qu'il y a 30 gouvernements différents sur le territoire de l'ancienne Russie. 30 donc, gouvernements autoproclamés, auto-organisés, et parmi eux, de nombreux gouvernements de nationalité de l'Empire russe qui aujourd'hui soit ne font plus partie de l'orbite russe, en tout cas pas de l'orbite directe, mais malheureusement de l'orbite indirecte, que ce soit par la guerre ou par les attaques, les cyberattaques, mais aussi les peuples qui sont comment dire, toujours colonisés par la Russie. Je pense notamment aux Tchétchènes, donc qui ont instauré leur république, une république qui ne s'appelle pas la Tchétchénie, parce que c'est encore une fois, c'est un vocable russe, il faut l'employer, c'est la république d'Itchkérie, et c'est très important aussi d'employer les termes de ces peuples, comment ils se revendiquent eux-mêmes. Et donc, vous avez des militants hommes, des militantes femmes. Donc on pourrait parler par exemple dans la Bessarabie, c'est-à-dire l'actuelle Moldavie, de Nadezhda Grünfeld. Nadezhda Grünfeld, alors je ne sais pas si on a un visuel d'elle, mais c'est une juive, j'allais dire comme son nom l'indique, mais c'est comme son nom l'indique pour un russe. Tout de suite on voit très bien que ce n'est pas un nom russe. Et Nadia, eh bien, elle est tout simplement une des grandes militantes du mouvement révolutionnaire socialiste juif qui s'appelle le Bund, c'est-à-dire l'Union tout simplement. Et ensuite, pendant la Révolution de 17, elle trouve que le Bund est un peu mou lachu, et donc elle devient menchevique, où il y avait donc beaucoup de minorités nationales dans le parti menchevique. Et elle est élue à l'Assemblée moldave. Je ne me risquerai pas à prononcer parce que je ne parle pas du tout moldave, qui est en fait essentiellement du roumain. Et elle est élue, elle est une militante importante. Elle est tellement importante qu'en fait, elle est arrêtée par les troupes blanches et elle est exécutée. Donc on a exécuté des femmes parce qu'elles militaient pour le droit, non pas des femmes, même pas parce qu'elles disaient « Ouh, vive Lénine », etc., mais tout simplement parce qu'elles osaient être élues et elles osaient publier dans des journaux, dans leurs journaux d'opinion,
l'idée que la Bessarabie, l'actuelle Moldavie dans l'ensemble, hein, eh bien, devait avoir son indépendance. Vous avez également, du côté des Tatars de Crimée, alors les Tatars de Crimée, c'est une population particulièrement opprimée tout au long de l'histoire russe. Vous avez la fille donc d'un très grand penseur, historien, théoricien de l'indépendance des Tatars de Crimée qui s'appelle Gashpirali. Et sa fille, Shofika, il l'a choisie comme étant son héritière spirituelle. Il n'a pas trop éduqué ses autres enfants, notamment ses frères et sœurs, et il lui a tout donné. Et il l'a nommée rédactrice en chef de son journal avant la guerre. Et la voilà. Et si vous voulez, lui meurt en 1914, et donc elle reprend le drapeau, littéralement, elle recrée son propre journal, elle est élue au titre du fait qu'elle a été la principale journaliste femme, donc parce que son père était un militant de la cause des peuples turcophones et un militant non islamique. Voilà, donc il était pour la libération des femmes à l'intérieur de l'islam, ce qui était donc doublement progressiste, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'elle a été élue, qu'elle était reconnue. Et elle est morte en 1975 en exil en Turquie. Elle a réussi à échapper miraculeusement 2 fois à des exécutions. Elle a été sauvée notamment après avoir quitté la Crimée. Je crois qu'elle allait en Bachkirie, il me semble. Je ne suis plus sûr, mais en tout cas, elle a été sauvée par le consul de Turquie qui l'a exfiltrée et qui lui a permis ensuite d'être l'une des principales théoriciennes de cette indépendance des Tatars de Crimée. Tatars de Crimée qui ont été déportés en masse, soi-disant parce qu'ils avaient collaboré avec l'occupant allemand en 1944, et Tatars de Crimée qui non seulement ont été déportés, mais on a rasé leurs mosquées, on a rasé leurs cimetières, on a changé tous les noms de leurs villages. Donc aujourd'hui encore, leurs villages n'ont pas de nom tatar, alors qu'ils sont historiquement présents avant les Russes. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu donc ce génocide tatar. La déportation des Tatars, c'est déjà rien que pendant les 3 premières années de déportation, entre 1944 et 1947, c'est 40% de la population qui meurt. Le génocide n'est pas une affaire d'ailleurs de nombre. Hein. Le génocide, c'est une affaire d'éradiquer un peuple, sa culture et les moyens de reproduire cette culture-là. Et donc ces Tatars de Crimée, ce sont les seuls qui n'ont pas eu le droit de rentrer, ni dans les années 50, quand Khrouchtchev a libéralisé tout ça, ni dans les années 90. Et aujourd'hui encore, ça a été les seuls à s'opposer à l'annexion de la Crimée et à appeler les Tatars de Crimée à ne pas voter lors du référendum. Et pour ça, ils ont été extrêmement opprimés. Et on est sans nouvelles d'un grand nombre de militants tatars aujourd'hui. Et Shofika, ici, c'est une de leurs icônes. Et c'est une qui leur montre que oui, il y a eu une pensée tatare, il y a eu une culture politique tatare spécifique qui, bien entendu, empruntait à la culture politique européenne, aussi la culture politique turque, enfin jeune turque, et qui était tout à fait capable de se penser soi-même en tant que peuple, que nation et qu'État. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, si on écoute un discours colonial qui dit « oui, mais de toute façon, ces gens-là ne sont jamais dirigés », c'est faux. Donc les Tatars de Crimée, alors ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré que 2 ans, entre 1917 et 1919, mais c'est un moment majeur, et c'est le moment où a été notamment ont été créés les emblèmes nationaux. Donc à partir du moment où vous identifiez vous-même en tant que nation. C'était très clair et c'était très éclairant de pouvoir essayer justement de recomposer, d'expliquer ces différents théâtres de cette révolution, de ces révolutions au final. Et justement pour essayer d'aller vers la fin de notre entretien, comme on va dire l'ensemble de nos conférences portent sur les révolutions. Alexandre Zoumph, comment est-ce que vous définiriez une révolution ? Ouais, c'est une vaste question. Alors, pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait un peuple, déjà. Donc, pas confondre les révolutions et les coups d'État. Il faut que ça vienne d'en bas et il faut que tous les pouvoirs, y compris les pouvoirs qui s'autoproclament leaders du mouvement révolutionnaire, soient dépassés. Il faut que, en fait, l'histoire aille plus vite que la politique. Il faut que le peuple soit armé et il faut que le peuple sache exprimer ses revendications, évidemment, et ensuite en débattre. Et la révolution a une partie forcément violente, elle a une partie forcément chaotique, mais de ce chaos, alors je ne vais pas être schumpeterien et parler de chaos créatif, mais de ce chaos doit naître une réorganisation qui est forcément radicale et un renversement de l'ordre des priorités. Alors évidemment, le problème, c'est que ces révolutions, on n'a pas trop de... Bon, même s'il y a des castristes dans la salle, on n'a pas trop d'exemples de révolutions réussies et de miracles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la révolution
de Lénine n'était qu'une des révolutions possibles, que c'est une révolution qui s'est d'emblée pensée comme violente et comme génocidaire. Il y a eu un génocide notamment des Cosaques par les bolcheviks en 1919. Et c'est en ce sens-là que malheureusement, et vous savez d'où je viens, hein, j'avais quand même un papa communiste et en plus il s'appelait Joseph. Et il est arrivé dans sa cellule en disant « Oui, je m'appelle Joseph comme Staline, ambiance ». Et donc, si vous voulez, ça a été dur pour moi quand même de me dire « Ah ouais, mais quand même, Lénine était un énorme colonisateur et tout ce qu'il a fait, c'est tuer toutes les révolutions une à une pour faire triompher sa toute petite révolution moscovitou que lui seul, en quelque sorte, comprenait et a emballé tout le monde là-dedans. » Mais c'était une erreur. Donc quand l'État soviétique se crée en 1922, la fédération de l'Union soviétique, eh bien, c'est une fausse fédération, elle est vidée de sa substance, il n'y a aucune autonomie véritable des peuples. Et donc, ce que j'aimerais aussi, mais donc je ne réponds pas vraiment à la question, mais c'est pas grave, parce que je suis aussi un militant d'histoire, c'est qu'aujourd'hui, ce que 2022 commence à nous ouvrir les yeux, 100 ans après 1922, c'est qu'en fait, le colonialisme russe, non seulement n'a pas disparu à l'époque soviétique, mais que l'époque soviétique, dès Lénine et encore plus sous Staline, a approfondi, systématisé et aggravé ce colonialisme. Et je vous dis ça aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se retournent dans leur tombe, qui n'ont même pas encore creusé, parce que c'est quelque chose que les Russes n'acceptent pas. Ils disent non, non, nous on était juste un empire, on était cool. Mais non, c'était pas cool. Et donc, il faut encore une révolution en Russie, une révolution décoloniale, une révolution qui, par exemple, doit donner les droits aux Tchétchènes. Les Tchétchènes ont le droit à disposer d'eux-mêmes. Ils ont été doublement génocidés en 1944 et dans les années 90. Eh bien, ils ont le droit. Et tant que la Tchétchénie, c'est le test tchétchène, tant que la Tchétchénie n'est pas indépendante, il ne peut pas y avoir de démocratie en Russie. Les libéraux russes aujourd'hui disent « Ouais, on fera une révolution, on chasse Poutine et ensuite on verra si on donne l'indépendance ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous donnez l'indépendance et vous donnez la possibilité à ces peuples de décider si oui ou non ils veulent encore avoir le compagnonnage avec les Russes. Et pourquoi est-ce que les Russes ne le font pas? Parce que la réponse, ils la connaissent d'avance. Ce sera un gros niet. Voilà. Et donc, les révolutions sont nécessaires. Elles sont forcément violentes, mais elles sont violentes en particulier pour ceux qui résistent à la révolution. Voilà. Merci beaucoup Alexandre Zumpf. Je pense qu'on peut applaudir. Merci pour cette super démonstration. C'était absolument passionnant. Donc merci beaucoup pour ça et c'était surtout un sujet qu'on aborde rarement de cette manière et j'espère que vous avez aussi découvert d'autres faces de ces révolutions de cette année 1917-1918. Est-ce qu'on a le temps de faire passer le micro pour des questions, s'il vous plaît, puisque évidemment le plaisir d'avoir des gens qui viennent pour ce premier live histoire en public, je vous remercie encore pour ça. Et levez la main pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas, ne soyez pas timides. C'est un plaisir. On n'a pas eu le temps de poser toutes les questions que vous aviez mis dans le Google Form, donc on va en profiter. En fait, j'aurais aimé savoir, du coup, vu qu'en France, on a cette vision vraiment bipolaire de la guerre civile, blanc contre rouge, on parle souvent des officiers français qui vont conseiller les blancs, du coup, dont on sait qu'ils ne sont pas que les blancs. Et j'aurais aimé savoir, du coup, si vous aviez pu croiser des chemins de personnages étrangers, du coup, occidentaux, français, britanniques, qui ont combattu les rouges au sein de ces différentes factions que vous décrivez pendant la guerre civile. Alors oui, il y en a plein, mais il y en avait aussi de l'autre côté. Donc je vous ferai une petite réponse courte sur ceux qui m'intéressent moyennement, à savoir les blancs, et de réponses plus longues sur les autres. Oui, donc par exemple, je vous ai parlé de Maurice Janin. Alors c'est intéressant parce que son principal conseiller, c'est un prof qui au départ était un prof de germanistique à Dijon, voilà, et qui ensuite est devenu prof de slavistique, qui s'appelle Jules Legras, et qui s'est engagé, alors qu'il était très malade, pour la durée de la guerre. Il a d'abord servi au deuxième bureau pour la traduction, puis ensuite il en a eu marre, il a envie d'aller au front. Et donc il est allé en Russie dans une mission de propagande au sein de l'armée russe pour faire la propagande de l'Alliance, etc. Donc en 1916-1917, il est revenu. Et ensuite, Maurice Janin, qui était son copain, lui a dit « Mais viens avec moi, on a des trucs à faire en Sibérie ». Et il l'a même envoyé en avance, et il a été le premier coordinateur de tous ces peuples d'anciens prisonniers de guerre. Et il était responsable de tout, notamment, alors il y avait des Roumains, ils étaient à peu près 10 000, il y avait des Serbes, il y avait des Lettons, etc. Sauf les Tchèques, là c'était la chasse gardée de Janin. Donc oui, il y a eu des Français qui se sont
Et il y a eu aussi un débarquement français à Odessa qui n'a pas duré longtemps, en janvier 1919, mais ils sont repartis dès avril 1919. Ils n'ont pas été très bien accueillis. Ça, c'était dans le cadre d'un accord secret entre les Français et les Britanniques pour découper la Russie à leur avantage. Les Français, voulaient obtenir ce qu'ils appelaient la Russie méridionale, c'est-à-dire en fait l'Ukraine. Et les Britanniques, eux, voulaient toute la partie nord, donc pour faire une sorte de entre la mer Blanche, la mer du Nord, etc. Mais il y avait aussi évidemment des étrangers du côté révolutionnaire. Il y a 2 exemples parmi plein d'autres, mais l'un, c'est un expatrié d'origine russe, de nationalité plutôt belge, mais en fait un peu apatride, anarchiste qui s'est rallié au bolchevisme et qui s'appelle Victor Serge. Victor Serge, qui est un héros personnel et qui par ailleurs est le premier traducteur de Lénine en français, et qui donc était un agent du Comintern, un agent intellectuel du Comintern. Et puis vous avez sinon Yaroslav Hašek, je ne sais pas si vous avez lu les aventures extraordinaires du soldat Schweik, mais donc lui il faisait partie de ces Tchèques qui ont été prisonniers de guerre, et il a fait partie de l'insurrection tchécoslovaque donc en mai-juin 1918 tout au long du transsibérien, mais finalement, après de multiples péripéties, il est devenu commissaire politique de l'Armée rouge. Voilà, entre autres exemples. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'on peut lever la main ou pas? Sinon, j'en ai effectivement dans le chat. Il y avait des questions sur... Effectivement, il y avait 2 questions qui revenaient dans ce sens des gens qui étaient dans la salle. Comment est-ce que est enseigné aujourd'hui dans les manuels scolaires en Russie? Comment est-ce qu'on enseigne cette révolution? Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais on l'a senti un petit peu tout à l'heure déjà. Alors, elle est enseignée comme un complot de l'étranger, un complot juif essentiellement, pour détruire la Russie. L'idéologie de fond de la Russie actuelle, mais c'était aussi à l'époque soviétique, c'est que en fait, la Russie et son nom à un moment donné entre 1917 et 1991, c'est-à-dire l'URSS, est faite pour dominer le monde, mais que le monde entier ne le veut pas, et que donc il y a des complots qui reviennent tout au long de l'histoire pour l'éviter, et éviter donc que règne le bien sur l'humanité, bien entendu. Et donc Lénine est un agent allemand, on le sait bien, puisqu'il a été payé soi-disant par le Kaiser. Et par ailleurs, autour de lui, alors Lénine avait des origines lointaines juives, mais ce sont des juifs qui se sont convertis pour pouvoir échapper au fait qu'ils étaient obligés assigner à résidence dans certaines régions de l'Empire. Donc il n'a jamais lu la Bible, ni le Coran, ni le Talmud. De toute façon, il s'en fichait des religions. Il y avait un certain nombre de juifs dans le parti bolchevique et de manière générale dans les partis révolutionnaires, mais évidemment, c'est ceux qui avaient le plus à gagner une révolution, parce que c'était parmi les plus opprimés. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est révolutionnaire qu'on est juif, mais c'est souvent parce qu'on est juif qu'on est révolutionnaire, j'aimerais dire, en Russie en tout cas. C'était quoi la question déjà ? Non, c'était comment est-ce qu'on l'enseigne Oui, alors comment est-ce qu'on enseigne là-bas ? Et donc évidemment, c'est un complot. Ça va jusqu'à dire que, en fait, par exemple, Raspoutine allait mener la Russie vers sa vraie foi paysanne, etc., et qu'il a été tué par, en gros, des homosexuels anglais. Donc c'est en plus... Non, mais c'est vraiment ça. C'est le dernier film sur Raspoutine, donc il date maintenant de 2014. Une série, en fait, en 8 épisodes, une mini-série. C'est exactement ça. Donc c'est à la fois complotiste, et en gros... Alors vous allez me dire, oui, mais alors comment est-ce qu'on fait pour réhabiliter Staline ? C'est là qu'on joue sur les mots. Bolchevique, mauvais. Communiste, bon. Lénine, très mauvais. Et Staline, grand homme. Il a fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pays était en danger, il a coupé dans le gras. Et il a fait d'une certaine façon assez radicale, effectivement. Merci beaucoup, Alexandre Zumpf. Pour terminer, on vous avait demandé une petite recommandation pour que les gens dans la salle et dans le chat aussi qui nous regardent ce soir puissent repartir avec quelque chose de cet entretien, de cette conférence. Oui, alors qu'est-ce que j'ai dit déjà ? Je crois que c'était nous autres, non ? Il me semble que c'était ça. Après, ça peut être autre chose, c'est vraiment comme... Oui, alors une lecture que moi je vous recommande, qui est assez courte et assez impressionnante, c'est la première contre-utopie qui a été écrite. C'est pas 1984, c'est pas Le meilleur des mondes, c'est celui qui les a inspirés, et Orwell comme Huxley l'ont dit et l'ont lu. C'est de 1920 et c'est de Yevgeny Zamyatin, ça s'appelle Nous autres. Et c'est une vision très très claire par un écrivain qui a été dissident et à l'époque impériale
et à l'époque soviétique de ce que c'est que le totalitarisme. Donc pour vous donner un exemple, dans cette société-là, toutes les personnes n'ont plus de nom, ils ont une lettre suivie d'un numéro. Le sexe a évidemment été aboli, le sexe reproducteur a été aboli, donc ça c'est inspiré directement Huxley. Et tous les bâtiments sont en verre transparent. Voilà. Et c'est assez court et vous avez une scène à la fin. Enfin, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est vraiment c'est le premier ouvrage du XXe. Voilà, le spoil. Ouais. Spoil terrible. Mais merci beaucoup Alexandre Zumpf. Merci beaucoup. À vous. On peut vous remercier. Merci énormément. Mesdames et messieurs, nous touchons à la fin de notre première conférence de ce tour de l'histoire. Merci beaucoup Alexandre Zumpf pour de s'être prêté à l'exercice, parce qu'entre mes questions, les questions du chat, les questions des gens dans la salle, c'était très éclairant de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous, merci de votre participation. Strasbourg, bravo. Merci d'avoir répondu présent. Voilà, exactement. Et puis j'espère que la suite du programme va être alléchante. Je vais regarder ça. Je vais chercher ce que c'est que Twitch. Et quel est le programme d'ailleurs? Quelle transition, Alexandre. On se Mais oui, professionnel, incroyable. puisque demain, du coup, nous serons à Nantes. Je pense déjà à la route que nous allons faire, c'est super. Du coup, on va à Nantes demain, live à 19h, donc on parlera de la Révolution américaine cette fois-ci. Ensuite, nous aurons la Révolution haïtienne, la Révolution française et la Révolution allemande de 1919 avec Nicolas Patin, donc à Bordeaux, qui clôturera cette semaine absolument géniale. Merci beaucoup d'être venu dans le public. Sachez que on va vous passer un QR code, et on adore les QR codes, que ce soit sur le chat mais aussi dans la salle. N'hésitez pas à le flasher, c'est un petit questionnaire satisfaction pour avoir vos retours, pour voir si vous avez apprécié, qu'est-ce que les petits conseils que vous aimeriez nous donner. Donc voilà, n'hésitez pas à le remplir une fois que vous serez sorti de la salle. Ce sera absolument un plaisir de vous lire. Donc merci beaucoup d'avoir été les premiers à Strasbourg de venir voir un live histoire en public. Merci beaucoup pour ça. Voilà, je vous le disais en off, mais je vous le redis en live. C'était vraiment super de pouvoir vous voir en vrai et que vous ayez été les premiers pour venir voir ce live. C'était vraiment absolument génial. Merci beaucoup aux gens du chat aussi d'avoir été là, d'avoir suivi. On s'excuse pour les différents problèmes techniques. J'aimerais que vous applaudissiez la technique, s'il vous plaît, parce que on arrive dans des amphis, on découvre un petit peu. C'est jamais facile pour eux, donc merci beaucoup de les applaudir très fort. Ils ont sué très fort pour qu'on puisse avoir le live, donc évidemment ça va s'améliorer au fur et à mesure des jours, mais merci beaucoup d'avoir géré, les gars, c'était absolument super, on s'est régalé, on a pu avoir un live et c'était évidemment grâce à vous. Un grand merci aussi à Delphine qui est devant, s'il vous plaît, on peut applaudir Delphine, qui faisait passer vos questions et qui m'a aidé aussi à l'édito, bien sûr, et j'embrasse aussi Diana qui est à la prod et qui n'est pas ici avec nous, mais on peut l'applaudir, Diana qui est chez elle et qui a organisé tout le tour de l'histoire. Et je voudrais que vous applaudissiez vous. Merci beaucoup d'être venus. C'était absolument super et j'espère que vous viendrez aussi sur les lives, voilà, pour la suite de notre programmation. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, que ce soit sur Twitch ou ici également à Strasbourg. Nous, on va aller manger des super tartes flambées, évidemment, juste après. Ça va être génial. On va cultiver les clichés. Et voilà. Merci beaucoup. Et nous, on se dit rendez-vous demain en live, en direct de Nantes. Ciao, ciao!